Bon, d'abord, je redis rapidement pour tout le monde pourquoi la catalepsie me semble si utile et pourquoi je reviens à la charge pour que vous la fassiez si vous ne la faites pas. Comme je disais, hein, avec notre hypnose ericksonienne, les gens sont parfois déçus parce que s'ils ont vu Mesmer à la télé, ils s'attendent à une hypnose où ils vont tomber par terre, être endormis, ne plus se rappeler de rien, etc. Et des fois, à la fin de la séance, les gens vont dire mais vous êtes sûr que ça a marché? Parce que je ne me suis pas senti très hypnotisé. Je vous ai tout le temps entendu, je me rappelle de tout ce que vous avez dit, et j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, si j'avais voulu, j'aurais pu me lever et m'en aller. Donc je ne me suis pas senti très hypnotisé. Et l'avantage de la catalepsie, c'est que dans la catalepsie, ils vont être relativement bluffés. Parce qu'ils ont cette sensation que vraiment leur bras, ils flottent en l'air et qu'ils flottent en l'air tout seuls. Et puis en plus, quand ils veulent leur descendre, ils ne redescendent pas comme ils ont décidé, ils prennent tout son temps pour descendre, etc. Et la catalepsie va être quelque chose qui va être pour eux assez probant de ce que, ah oui, là il s'est passé quelque chose, ça vraiment ça m'a surpris. S'ils sont surpris, on peut considérer qu'il s'est passé quelque chose d'inconscient, d'hypnotique. Ils sont contents, ça les rassure. Dans la dernière démonstration qu'on vient de faire, je suis démarré sur le Rossi, et le Rossi, là, il est déjà suffisamment probant de ce qui se passe quelque chose. Surtout avec ce qu'on a eu ici, où des fois les gens ont l'impression que ça ne va jamais se toucher, et ça finit par se toucher, on est étonné. Ce qu'on veut dans l'hypnose, c'est que les gens soient étonnés. S'ils sont étonnés, s'ils sont surpris, c'est qu'il s'est passé quelque chose. À chaque représentation, il doit se passer quelque chose. Donc si vous faites un Rossi, et si le Rossi se déroule comme on a vu là, c'est-à-dire ça prend du temps, on voit bien que c'est tout à fait inconscient, tout à fait involontaire, les doigts ils arrivent un petit peu n'importe comment, etc. Ça redescend pour une main à la même vitesse que l'autre. À l'évidence, on était dans des réponses involontaires. Involontaires, donc inconscientes. On veut faire bosser l'inconscient. J'ai des réponses involontaires, ça me va. Si c'est involontaire, ça me surprend. Alors, si j'ai fait un Rossi, pas besoin de la catalepsie. Maintenant, la plupart du temps, on va démarrer sur d'autres inductions. La catalepsie va me permettre effectivement que les gens soient surpris de leur fonctionnement hypnotique. Ça les rassure. Deuxième argument, la catalepsie va approfondir et stabiliser l'hypnose. Il y a des gens qui disent, j'ai l'impression que ça a commencé au moment où mon bras fait des trucs bizarres là. Pour moi, ça a une certaine logique, parce que c'est comme le fait de mettre les gens entre deux tables. On a fait la démo là, dans le groupe du premier niveau au premier jour. Et donc, quand on met quelqu'un entre deux tables, la personne elle tient sans avoir l'impression de faire d'efforts pour tenir. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'on active les fibres de posture. Vous avez des fibres de posture au niveau de la nuque. Depuis ce matin, votre tête tient droite sur vos épaules sans que vous ayez conscience de fournir un travail musculaire pour tenir votre tête sur vos épaules. Il n'empêche que ce soir, quand vous allez vous endormir devant la télé, à un moment donné, vous allez sentir que votre tête elle tombe comme ça. Ou en voiture, je ne vous le souhaite pas, mais en voiture, c'est aussi ça qui nous sauve la vie. C'est qu'on sent la tête qui décroche et c'est là qu'on se dit, oh là là, j'étais parti à m'endormir. Au moment où la tête décroche et que ça nous réveille, eh bien, on se rend compte effectivement qu'on était sur le point de s'endormir et qu'on a débranché les fibres de posture qui tiennent notre tête sur nos épaules à longueur de journée. Ces fibres de posture, elles gagnent tout notre corps. Vous voyez, là, je me tiens sur ma chaise, je suis droit et je ne suis pas appuyé sur le dossier. Je peux tenir debout, quand je suis debout, je ne suis pas trop avachi. C'est-à-dire qu'effectivement, les fibres de posture gagnent mon corps et maintiennent mon corps. Donc, quand vous avez vu quelqu'un entre deux tables, pour ceux qui l'ont vu, vous avez vu un truc bizarre, vous avez vu quelqu'un qui est debout en position allongée. Mais quand on est debout, on ne fait pas d'effort. C'est facile de tenir debout, je peux rester debout 3 heures, je ne vais pas avoir des crampes partout. Eh bien, on peut être debout, allongé entre deux tables. Simplement, l'hypnose va faire travailler les fibres de posture dont je n'ai pas conscience, qui sont donc des fibres involontaires. Si j'entraîne mes fibres involontaires, si j'entraîne mes fibres de posture, alors j'entraîne mon fonctionnement inconscient hypnotique. Et comme je n'ai pas toujours moyen de mettre les gens entre deux tables, parce que c'est quand même un petit peu complexe à développer tout seul dans ton cabinet, et bien pour le coup, la catalepsie va être un raccourci de ça. La catalepsie, c'est les fibres de posture qui maintiennent mon bras. Et donc, c'est ce que je dis, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois là pendant le week-end, hein, et ce mouvement particulier fait travailler certaines zones de ton cerveau qui correspondent au travail de cet inconscient. Sur le plan scientifique, j'en sais fichtrement rien. Mais pour le coup, c'est une suggestion. Et pour les gens, ah bah oui, dis donc, alors quand il se passe ça, mon inconscient travaille.
Je fais la même chose là sur le Rossi, hein, un petit peu une autre version, et quand tes doigts vont se toucher, tu vas activer de nouvelles connexions qui correspondent à des connexions électrochimiques dans ton cerveau, machin, bidule. Ben, effectivement, là encore, j'en sais rien du tout, hein. Mais pour le coup, ça joue vraiment le rôle de suggestion. Et les gens disent même parfois, ah oui, j'ai senti des trucs dans ma tête, quand mes mains ils sont touchées, ça c'est bizarre, etc. Donc l'idée en tout cas, c'est que toutes ces postures involontaires vont faire travailler notre inconscient cérébral, psychique, appelez-le comme vous voulez. D'où le double intérêt de la catalepsie. Après, techniquement, comment est-ce qu'on va faire la catalepsie? Je vais proposer à Anne, si elle veut bien, de venir à côté de moi, comme ça, Anne qui posait la question. Je suis en train d'enregistrer ce qu'on fait à Anne, et je te repasserai la vidéo. Comme ça, n'aie aucun souci par rapport aux notes que tu ne peux pas prendre. La première chose, au début, je vais te demander de faire exprès d'avoir les mains dans cette position-là. C'est que il y a des gens qui font du yoga ou je ne sais quoi, ils vont pouvoir démarrer avec les mains dans cette position, vous voyez, paume vers le ciel. Si jamais je veux faire une catalepsie, je ne chercherai pas à la faire dans cette position avec la paume en l'air, parce que ça va tenir plus difficilement. Donc ce que je vais faire, c'est que au moment où... Alors je préviens toujours la personne, hein, je vais me permettre dans quelques instants de poser ma main sur la vôtre, etc. Mais ce que je fais dans ce cas-là, c'est qu'au moment où je prends sa main, je vais commencer par la retourner. D'accord? Et puis je vais la reprendre ensuite d'une autre façon, mais je commence par retourner la main pour toujours veiller à ce que la main soit dans cette position qu'on appelle la pronation. Là, c'est la position pour prendre quelque chose. La position de l'autre main qu'elle a encore ici, Anne, c'est ce qu'on appelle la supination. Parce que c'est comme pour supplier. Là, je fais la quête. Quand vous faites la quête, vous êtes dans la position dite de supination. Quand vous attrapez quelque chose, vous êtes dans la position dite de pronation. Et pourquoi je vais veiller à ce que sa main soit en pronation plutôt qu'en supination? Eh bien parce que là encore, il y a des verrous totalement physiologiques qui font que dans cette position-là, ça verrouille plus facilement que dans celle-ci. Vous allez pouvoir le vérifier, vous avez des tables. On va faire avec notre... Tiens, prends cette position, Anne, et tu mets donc la main comme ça, comme j'ai dit, en pronation. Vous allez voir que plus vous cassez le poignet, plus vous essayez de faire en sorte que vos doigts touchent votre poignet, plus c'est difficile de baisser le bras en même temps. Parce qu'il y a des muscles antagonistes. Si vraiment vous forcez pour que les doigts touchent le poignet, c'est presque impossible de descendre le bras en même temps, ça tire partout. Dans cette position-là, même sans forcer après la cassure du poignet, dans cette position-là, vous avez un verrou anatomique qui se met en place assez facilement. Mettez-vous en supination, vous allez sentir la différence, comment ça se casse la gueule facilement. Vous constatez une différence? Chacun le sent dans son corps? Donc effectivement, je vais veiller, là encore l'hypnose elle triche un peu, je vais me mettre dans le sillon de phénomènes purement physiologiques. Et donc veiller à avoir la main en pronation. Ce qui fait que, reprenons une position hypnose, non seulement donc je vais commencer par retourner sa main, après ensuite la deuxième chose à laquelle je vais être vigilant, c'est que une fois que la main est dans la bonne position, je vais la ressaisir. Si on repart de là, vous voyez, d'abord je retourne la main, et ensuite je reprends la main pour venir avoir cette attrape-là. C'est-à-dire que j'ai le pouce qui est en dessous. Et le pouce, il est juste à la pliure du coude. Les autres doigts ici sont sur le dessus de la main. Ils vont permettre d'ailleurs de diriger l'angle de la main, vous voyez. Le pouce, il vient ici juste en dessous, à la pliure. Et en vérité, donc le moment où je vais soulever son bras, c'est le pouce qui va soulever. C'est le pouce qui fait l'effort de soulever. C'est-à-dire que je ne saisis pas comme une pince. Vous voyez, je ne fais pas ça pour soulever son bras. Parce que si je fais ça pour soulever son bras, je véhicule aussi que c'est moi qui fais tout l'effort. Regardez ce qui se passe dès que je relâche. Dès que je relâche, comme elle sent qu'elle est totalement entourée, elle a totalement prise en charge, elle ne va pas du tout se porter son bras en quelque sorte. Donc je viens prendre avec le pouce en dessous. Et le pouce à la pliure du coude, pourquoi? Pour me permettre en même temps que je lève, s'il y avait besoin, de recasser un petit peu le poignet. D'exagérer un petit peu cet angle ici, pour vraiment faire le verrou anatomique dont je parlais. Alors, il n'y a pas besoin de forcer, là, j'exagère sur la main de Anne pour vous montrer. Mais en vérité, voilà, juste les petits doigts dessus qui mettent un poids, ça suffit à être dans le bon angle qui m'intéresse. D'accord? Ce qui est important, c'est le pouce qui saisit ici en dessous. Après, ce que je vais encore faire, et c'est ça qu'il faut vous entraîner, il faut le faire plusieurs fois pour trouver l'habileté, l'aisance, pour que tout se fasse de façon transparente. Parce que là, je décompose le mouvement. Donc, voilà, d'abord, je suis dit comme ça. Après, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vais lâcher son bras, je vais lâcher progressivement.
L'idée, c'est que les doigts qui sont au-dessus, ils commencent par appuyer un petit peu. Là encore, j'exagère mon appui. Et puis petit à petit, je vais relâcher les doigts qui sont au-dessus. Mais en même temps que je relâche les doigts qui sont au-dessus, avec mon pouce, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de le tourner autour de son poignet. Encore, j'exagère le mouvement, hein, mais je tourne autour de son poignet, ça s'appelle brosser. Je tourne autour de son poignet, ce qui fait qu'il y a un moment où, imaginons qu'elle ait les yeux fermés, tu n'as pas besoin de les fermer pour bien voir ce que je fais, mais imaginons qu'elle ait les yeux fermés, bah, quand je tourne autour en maintenant une espèce de légère pression, il y a un moment où là déjà, je ne tiens plus rien du tout, parce que mon pouce n'est plus en dessous. Petit à petit, je fais tourner la pression pour que la pression qui est en dessous devienne une pression au-dessus. Là, vraiment, j'exagère, hein, mon mouvement est beaucoup trop caricatural, beaucoup trop marqué. Et l'idée, c'est que les gens qui ont les yeux fermés, inconsciemment, vont chercher à maintenir le contact. Et que quand on est dans cette position-là, déjà, je ne tiens plus rien du tout. Et ensuite, tout doucement, de façon très délicate, je vais effacer complètement mon contact. Ce qui fait qu'il y a un petit moment où elle ne sait plus très bien, il touche encore ou il touche plus. Parce que quand je suis à 1 millimètre, elle sent encore la chaleur de ma main, elle sent encore en quelque sorte la présence de ma main, et cette main s'éloigne tout doucement, et elle ne sait pas exactement à quel moment ça a lâché. Et alors ce que je vais faire aussi, c'est que au moment où je soulève, je ne monte pas brutalement d'un seul coup. C'est-à-dire que je monte doucement, relativement progressivement, pour faire comprendre à la personne que voilà, j'aimerais bien qu'à un moment elle prenne le relais. En même temps que je monte, je suis déjà en train de tourner. Et elle le sent, hein, je suis en train de tourner autour de son poignet. Ce qui fait qu'au moment où j'arrive en haut, je suis déjà dans cette position où en vérité, je ne tiens plus. Et puis quand je sens, je teste, hein, je lâche tout doucement, ça ne bouge pas, ça a l'air de vouloir tenir. Alors je vais pouvoir m'effacer complètement. Et je viens, si vous observez, la main à hauteur de l'épaule. Quand il n'y a pas d'accoudoir. S'il y a un accoudoir, je peux me permettre, je ne suis pas obligé de monter aussi haut. Quand je n'ai pas d'accoudoir, je vais monter la main à hauteur de l'épaule parce qu'on est dans un vrai verrou anatomique. Regarde, sans rien forcer, sans, juste en étant le plus naturel possible. Vous voyez, quand j'appuie sur la main, ça fait bouger son épaule en même temps. Vous avez constaté au départ, là, cette hauteur-là, il y a une espèce de verrou anatomique et ça fait bouger un petit peu tout le bloc, toute l'épaule. Vous voyez, même la tête a tendance à bouger avec. Ici, à cette hauteur-là, ça prendra assez facilement. Si vous allez trop haut, elle va faire un effort. Si vous allez trop bas et qu'il n'y a pas d'accoudoir, ben, ça peut redescendre plus facilement. Vraiment, le bon verrou anatomique, vous voyez, c'est cet angle-là. Et gardez la main dans l'axe de l'épaule. Allez pas faire votre catalepsie ici, elle sera plus inconfortable. Allez pas la faire là, elle peut avoir une impression d'oppression, d'inconfort, etc. Dans l'axe. Et là, je suis vraiment dans le verrou anatomique à nouveau. Hein. Tout est une question de contact. Et vraiment, c'est au début, j'ai une prise qui est assez ferme, mais au fur et à mesure que je monte doucement, déjà, ma prise est en train de s'alléger, de tourner autour, et puis je vais pouvoir, une fois que je suis en haut, m'effacer tout doucement. Si j'ai l'impression que ça demande un petit peu plus de temps, ben je vais simplement rester un petit peu plus de temps en contact, faire mine de relâcher, reprendre, relâcher, reprendre, jusqu'à ce que dans une communication non verbale, elle ait compris que j'ai envie que ça tienne à ce niveau-là. Et puis après, je baratine, je parle d'autre chose, c'est-à-dire que je fais une distraction par rapport à ça, et les gens peuvent oublier leur bras en l'air pendant un quart d'heure. Si son bras commence à redescendre, je veux dire très 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 bien, et maintenant votre bras va redescendre. Et plus votre bras redescend, plus vous descendez dans votre hypnose de plus en plus profondément. Quand votre main touche votre jambe, vous êtes dans un niveau d'hypnose tout à fait satisfaisant, suffisant pour le travail que nous vous proposons aujourd'hui. C'est-à-dire que même si ça redescend, eh ben, très bien, ça me va. Je m'amuse toujours pour tester la suggestibilité des gens dans le discours oral à suggérer que ça va continuer à monter. J'ai dû le faire là quasiment toutes les fois où j'ai fait une catalepsie. Et donc l'idée, alors, là je vous montre juste ce qui est dans le contact. Après je vais pouvoir rajouter du verbal, des suggestions verbales, et les suggestions ça va être les ballons, ça va être la respiration, bien gonfler la main, etc. Si on prend quelques instants maintenant pour le faire le plus possible pour de vrai, pour que je vous montre cette fois-ci les suggestions verbales. C'est le non-verbal, c'est tout ce que je viens de vous expliquer qui fait les 3/4 de la catalepsie. Si je renforce en plus par les suggestions verbales, je vais augmenter mon taux de succès. D'accord? Une petite détente de 5 minutes pour t'offrir une catalepsie. Je vois que tu as déjà fermé les yeux, c'est très 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 bien. Je vais te proposer de prendre quelques respirations pour t'intérioriser confortablement. Avec chaque respiration, te suggérer à toi-même que tu t'apportes tout ce qui t'est bénéfique pour ici et maintenant.
Peut-être tu as envie de t'apporter de la récupération et du repos après ces 2 jours de travail. Peut-être tu as envie de t'apporter un petit bol d'air frais dans cette pièce. Et peut-être tu as aussi envie d'inspirer de la connaissance et d'inspirer du savoir-faire. Et avec chaque respiration, tu ouvres tous les pores de ta peau et tous les pores de ton être à absorber la connaissance, à absorber le savoir-faire. Comme les enfants savent faire, les enfants apprennent tellement vite, tellement facilement. C'est incroyable ce que le cerveau de l'enfant est capable d'absorber dans les premiers mois et dans les premières années de sa vie. À quelques jours, c'est à peine s'il sait juste digérer et dormir. Et seulement en 1 an, il a commencé à apprendre à parler, à apprendre à marcher, à coordonner ses mouvements, à savoir reconnaître plein de choses. Notre cerveau est vraiment une machine merveilleuse. Et l'enfant apprend aussi beaucoup avec son corps. Et l'enfant apprend beaucoup par le jeu. Et je vais te proposer à chaque respiration d'être capable d'apprendre par le jeu. Et tu sais très bien que notre inconscient nous permet d'apprendre bien plus que notre conscient. On a appris à lire. Au départ, on lit à haute voix en suivant avec le doigt. Et un beau jour, on sait lire dans sa tête. On a appris à conduire une voiture. Au départ, on fait attention à tout ce qu'on fait. C'est même un petit peu stressant. Et un beau jour, on sait conduire comme un petit robot. Et même on conduit en étant totalement dans la lune. Et c'est l'exemple de notre activité inconsciente. L'inconscient conduit la voiture à notre place. D'ailleurs, dans ces moments-là, on vit plein de catalepsie parce que la main vole sur le levier de vitesse, la main vole sur le clignotant, la main reste sur le volant sans même qu'on ait conscience de tous ces mouvements que fait notre main. Un petit peu comme quand on est à l'école et qu'on lève la main pour poser une question et qu'on oublie qu'un autre a répondu à notre place et qu'on oublie la main en l'air alors que la réponse a déjà été donnée. Comme quand on écrit une lettre et puis qu'on garde la main en l'air le temps d'une réflexion avec le stylo au bout de la main, avant que la main se redirige totalement automatiquement et inconsciemment vers le papier. Je vais me permettre dans quelques instants de poser la main sur ton bras. Et puis à ma façon, je vais bouger ton bras. Ce que je te demande, c'est de ne pas m'aider, de ne pas faire de gestes volontaires, d'être juste curieuse. La curiosité, ce qui est nécessaire à l'apprentissage. Je vais me permettre de poser la main sur ton poignet. Puis à ma façon, je vais prendre tout mon temps pour venir bouger ton bras. Et simplement curieuse de l'expérience, simplement curieuse du ressenti. Juste car ce mouvement va te permettre de venir stimuler, intensifier l'activité de ton inconscient positif. Et tu sens probablement déjà au niveau de ton coude un certain nombre de petits verrous, de petits crans quand ta main monte. Elle monte avec des paliers, plus ou moins facilement, plus ou moins fluide en fonction des moments. Et tu vas pouvoir imaginer ici, là, comme les enfants, attaché à ton poignet un gros bouquet de ballons. Un bouquet de ballons gonflé d'hélium avec du gaz dedans, ce gaz plus léger que l'air. Je ne sais pas si aujourd'hui on utilise encore de l'hélium qui peut peut-être présenter certains inconvénients ou un autre gaz. Toujours est-il que plus tu imagines ces ballons gonflés au-dessus de ton poignet et ces ficelles attachées à ton poignet, plus tu vas sentir cette légèreté amusante. Ce petit courant d'air agréable qui vient souffler entre les doigts. Et alors à chaque respiration, sans qu'on sache très bien comment on fait, c'est notre main elle-même qui devient comme un de ces ballons gonflés de gaz. Et tu as déjà senti comment la tienne peut jouer en fonction de comment ton imaginaire gonfle ou dégonfle. Un petit peu comme ces ballons dirigeables ou comme un sous-marin encore, qui gonfle ou dégonfle des ballasts pour monter et descendre. En tout cas, à chaque respiration, ton inconscient t'apprend à envoyer de l'air dans ta main. Et plus ta main elle-même devient comme l'un de ces ballons, plus elle devient légère et monter de plus en plus à chaque respiration. Et on peut ainsi facilement proposer à un patient de passer de l'apprentissage de la catalepsie à l'apprentissage de la lévitation. Et quand on a pris confiance en tant que praticien dans ces lévitations possibles, on peut les faire partir de plus en plus. Et alors simplement pour ton contrôle personnel, tu vas te suggérer à toi-même que lorsque ton inconscient veut autoriser cette main à redescendre, alors pour l'autoriser celle-là à redescendre, il va envoyer de l'air dans l'eau. Et simplement t'amuser à constater comment quand cette main-là redescend, l'autre peut trouver plus de légèreté. Comment les doigts vont devenir simplement une légère caresse sur le tissu du pantalon. Et la main est toujours posée dans cette position que j'appelle en cuillère, elle n'est jamais totalement plate.
il y a toujours la paume un petit peu relevée et un coussin d'air parfait, excellent, un coussin d'air sous la main. Et cette cuillère se gonfle et ce coussin d'air se gonfle. Et tu vas sentir, ça fait souvent comme une espèce de petite chatouille là, qui se répand dans les doigts, qui se répand dans la main, qui se répand dans l'avant-bras, comme si la main se remplissait de gaz. Et là, au fur et à mesure qu'un bras descend, l'autre monte, c'est comme les deux plateaux d'une balance, et tu t'amuses à jouer de ces mécanismes intérieurs, bien curieux de tout ce que tu ressens, de tout ce que tu éprouves. Car le fait de le ressentir, de l'éprouver, nous met bien sûr plus à l'aise pour accompagner ensuite les gens que nous allons accompagner. Quand on a vécu de l'intérieur, c'est bien plus facile d'en parler. Même si chacun le vit à sa façon, même si chacun a la liberté de sa différence. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait si on était tous exactement pareils? Et tu t'amuses à jouer de tes mécanismes, à gonfler, à dégonfler, à remonter. Et tu vas sentir que ça apporte une sorte de plaisir et de joie. Moi, quand je le fais, même ça me fait rire souvent. Et moi, je m'étonne des sensations que je peux éprouver. Et puis quand c'est OK pour toi, tu autoriseras tes bras redescendre tranquillement. Là aussi, ce qui va te surprendre, c'est que quand les bras descendent, on sent des petits crampes, des petits déclics. Ça fait un petit peu comme si on imitait sans vouloir le mouvement d'un automate. On a l'impression qu'il y a une roue crantée qui est à la place de l'articulation. La plupart des patients sentent très bien ces crans et ça fait partie des choses qui les détendent. Et donc on appelle ça en hypnose parce que c'est assez classique, la roue crantée, la roue dentée, comme si un engrenage avait remplacé l'articulation habituelle. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien, là en regardant les deux femmes, à quelle hauteur sont les mains. Et que si tu fais avec toi le pari de savoir laquelle va toucher la jambe en premier, il y a une chance sur deux de tromper. Parce que finalement, notre partie consciente perd un peu notion des distances et on ne sait plus très bien à quelle hauteur elles sont par rapport à la jambe. Là encore, comme dans le Rossi, on peut avoir l'impression que ça y est, ça va toucher cette fois-ci. Ah bah non, toujours pas. Alors on imagine qu'elle est encore trop haute et paf, ça touche. Et c'est surprenant de mesurer comment notre conscience n'a conscience que de ce qu'est la conscience, alors que notre inconscient a conscience de bien plus que ce que la conscience inconsciemment a conscience. Très bien, très bien. Et lorsque tes deux bras se seront opposés à leur rythme et à leur façon, alors tu pourras t'autoriser à laisser se terminer cette expérience en conservant tout l'apprentissage que tu veux en conserver. Une fois que tes bras se reposent, tu vas pouvoir t'étirer soigneusement, prendre une bonne respiration, laisser enlever toute l'énergie nécessaire aux gestes de vie quotidienne au reste de cette journée. Ça marche. Hey. C'est surprenant, hein? Oui, merci beaucoup. Vous voyez pourquoi je disais la catalepsie c'est bien parce que ça les étonne. Bah, même Anne qui a fait la formation l'année dernière, hein, voilà, elle l'avait pas encore vécu pour essayer avec raison. Ah, c'est rigolo. Et puis ça va assez vite. Eh ouais. Merci. Tant pis. Donc pareil, hein, j'ai tout filmé, vous pourrez récupérer la vidéo, je la mettrai sur